Les fous de Dieu seraient-ils meilleurs terroristes que combattants? Nous aurons passé 6 mois sur la route de cette guerre à vouloir comprendre. Mesdames, Messieurs, c'est un grand plaisir de vous retrouver ce soir au musée de Tel Aviv, en Israël, avec notre invité d'honneur ce soir, Bernard-Henri Lévy. Je voudrais remercier tous ceux qui se sont associés à l'organisation de cette soirée. I24 News, représenté par son président Franck Meloul. Thila Rudel pour l'Institut français et les services de l'ambassade de France. Claude Grunman du Collège académique de Natania. Et bien sûr, Elnet, European Leadership Network de France, qui organise ce soir cette manifestation. Juste 3 mots pour que nous puissions ouvrir notre soirée. Saluer toutes les personnalités qui sont ici, et tout à l'heure vous aurez le plaisir d'accueillir et d'entendre M. Ayoub Kara, qui est ministre du gouvernement israélien, qui est druze et qui est en charge des coopérations régionales et de tout le travail qui est fait dans cette région, notamment avec les minorités. C'est très en rapport avec le film que nous allons voir ce soir, réalisé par Bernard-Henri Lévy, Peshmerga, qui traite justement de la question du combat que mènent les Kurdes pour lutter contre Daesh. Daesh, l'islam radical, c'est ce qui malheureusement est à la une de notre actualité aujourd'hui. Et je souhaitais que nous démarrions cette soirée par un hommage vibrant que nous devons aux victimes et à leurs familles, à tous ceux qui ont péri dans l'attentat barbare de Nice, sur la promenade des Anglais. Et nous allons faire ce soir, comme les Niçois, non pas une minute de silence, mais nous allons nous lever et avec un tonnerre d'applaudissements, nous allons dire que face à l'islamisme, face au terrorisme, il n'est plus question de se taire, mais il faut agir avec nos mains. Et pour le manifester, nous allons nous lever et nous allons applaudir. Merci, monsieur, de nous le rappeler, comme si nous pouvions l'oublier. Mais évidemment, vous ne me ferez pas le procès d'oublier toutes les autres victimes de tous les autres attentats, depuis Toulouse et après. Et évidemment, nous avons à l'esprit toutes celles et tous ceux qui sont tombés sous les coups du terrorisme islamiste, ici, évidemment, en Israël, à Jérusalem, à Tel Aviv et ailleurs, évidemment. Voilà, sans plus attendre, je voudrais laisser la parole à quelqu'un sans qui cette soirée n'aurait pas pu avoir lieu, mais qui, au-delà de ça, est notre partenaire au quotidien pour développer l'activité d'Elnet en Israël. C'est Claude Grunman, la présidente du Collège académique de Natania. Merci. Bonsoir à tous. C'est un moment émouvant, c'est un moment rare, avec quelqu'un d'extraordinaire, et c'est au nom de mon collège, du campus francophone de Natania, qui est un lieu d'études et d'excellence, qui s'est donné pour mission de donner une chance aux étudiants francophones qui viennent en Israël, et ceci, nous le faisons depuis 13 ans avec un immense succès. Je voudrais donner un grand coup de chapeau à Aryeh Ben-Semoun, Elnet France, qui fait un travail gigantesque avec son équipe pour créer vraiment des ponts, des débats, des dialogues, des choses qui font bouger les lignes dans la perception
de tous les gens des deux côtés, à la fois en France et en Israël. Aryeh, c'est un bonheur de travailler avec toi et merci mille fois pour ton travail. On a rappelé il y a quelques minutes les victimes de Nice et je voudrais maintenant évoquer quelqu'un qui nous manque beaucoup dès maintenant, qui est décédé il y a quelques jours. C'est cet immense ami, cette immense conscience du monde qu'était Elie Wiesel. Elie Wiesel était celui qui avait choisi de parler, d'expliquer, d'être la conscience du monde d'un certain nombre de grands décideurs. Et comme notre ami Bernard-Henri Lévy l'a écrit, si bien écrit, c'était un grand juif. C'était quelqu'un qui n'avait jamais pensé que l'indifférence était une option. On l'a vu partout, sur tous les combats, dans le monde entier. Et je l'évoque parce que pour moi, il a laissé cette tradition d'intellectuel engagé, de celui qui va sur le terrain avec son cœur, avec son corps, avec son âme, avec le talent qu'il a pour chercher la vérité, l'authenticité et pour aussi donner de l'espoir. Et c'est probablement ce que nous allons découvrir avec lui ce soir, une fois encore, depuis qu'il était journaliste. C'est quelqu'un qu'on n'arrive pas à faire taire, et Dieu merci. On en profite magnifiquement bien en Israël parce qu'il est la voix d'Israël quand il le faut, où il le faut, sans ménager ni son cœur ni son énergie. Et ce n'est pas vraiment un invité, parce qu'il est ici, chez lui, il est dans sa maison, il est en Israël, avec des amis et avec des gens qui l'aiment profondément. Merci Bernard. Voilà, alors, avant de laisser la parole à Bernard-Henri Lévy qui va présenter le film Peshmerga, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, nous avons le plaisir d'avoir le ministre Ayoub Kara, qui était il y a quelques semaines avec nous en France pour témoigner à la fois de son patriotisme. Il le dit lui-même, il n'est pas juif, il est kurde, mais il est le plus sioniste d'entre nous. Druze. Non, mais j'ai les Kurdes à l'esprit. Druze. Et c'est le plus sioniste d'entre nous. Accueillez avec chaleur Monsieur Ayoub Kara. Qui va s'exprimer en hébreu, mais tout le monde parle l'hébreu ici, bien sûr. Bernard, English, Arabic, Hebrew, what is in Arabic? אוקיי, קודם כל אני שמח להיות כאן, מכיוון שמי שאוהב את מדינת ישראל, אני מעריץ אותו, למרות שאני לא יהודי, אבל אני הכי יהודי בעולם היום, אני חושב. אני רוצה לברך. אני מקווה שכולם מבינים. כבר לא יודע מה. בכל אופן, אני באתי ממשפחה שבעצם ראיתי את סבתא שלי כילד, מאבדת את שני בניה בדרך להקמת מדינת ישראל, וזה היה כאשר קיבלנו יהודים מאירופה שברחו מאירופה, וסבי היה נציג קרן היסוד, אבל זה לא נגמר עם קום המדינה. בטח האלוף איציק מרדכי שנמצא פה זוכר, גם אמי ראיתי אותה, בעצם מאבדת את שני אחי ואני נפצע קשה בלבנון, וזה במלחמה נגד הטרור, נגד ההקצנה הדתית, ואני מעריץ את העם היהודי כי בלעדיו אין דמוקרטיה במזרח התיכון, לא יהיה דמוקרטיה כאן, ולכן ובצדק שמתי לי למטרה הרבה שנים, אחרי שהשתחררתי מצה"ל, להיות חלק מהעשייה הציבורית, כי נקפא עליי לא להמשיך קריירה צבאית, אבל אף אחד לא מנע ממני להמשיך לפעול נגד ההקצנה הדתית, ואני, ברוך השם, הגעתי לתפקיד היום, שנמצא בכל פינה באזור הזה. יש חלק שאני יכול לדבר עליו, יש חלק שלא, אבל מדינת ישראל, בניגוד למה שאומרים,
היום הפכה להיות כתובת להגנה על אותו רוב מוסלמי שהוא לא רוצה הקצנה דתית, מפחד לומר את האמת בכל מקום, ובגלל זה, ובגלל מה שקורה בהקצנה הדתית ובמדיניות הנאיבית של המערב, אנחנו רואים יום יום, שעה שעה, מסכנים את אירופה, את צרפת, את גרמניה, את אנגליה, בגלל התמימות והנאיביות שלו. הבינו שאיפה שיש מיעוט מהקבוצה הזאת, הוא מנסה לכפות עצמו על הרוב בתוכו, ועל הרוב של אמונה אחרת שהוא נמצא בתוכה, ולכן אני לא אשתוק, אני אעשה כל דבר, ואני לא מפחד מאף אחד. אני אביא לקריסת כל ההקצנה הדתית הזאת בדרך שאנחנו הולכים בה, ואנחנו נביא בשורה טובה לצרפת ולכל אירופה. יום יום באים אליי כורדים, יום יום באים אליי מיעוטים שונים. אנחנו במדינת ישראל בעצם מאמצים את ההומניטריזם. אנשים לא יודעים, אנחנו מביאים מכורדיסטן ילדים שנמצאים פה לא רחוק מכאן, מטפלים בהם, נותנים להם חיים מחודשים. אנחנו מביאים פצועים מהגבולות, נותנים להם חיים בחזרה. זאת מדינת ישראל, ועוד חושבים שמדינת ישראל היא הבעיה במזרח התיכון, במקום להצדיע לה, להרים אותה על כפיים, לאהוב אותה, להעריץ אותה. ולכן יש הרבה שלא יודעים, אנחנו נמצאים בכל מקום, ואנחנו נמשיך להיות בכל מקום, כי האינטרסים שלנו לא מאפשרים לנו כאן, בחלקת אלוהים הקטנה הזאת, לעצום עיניים. אנחנו אומרים לא, ואנחנו נמצאים בכל מקום. אנחנו לא מפחדים מאף אחד, אנחנו חזקים, ואנחנו מגלגלים יחסים טובים כרגע עם קואליציה רחבה מאוד. הבעיה שלנו שיבחילו להבין בצרפת או בכל מקום שהאויב אכזרי. ישראל זה לא הבעיה. אם ימשיכו לחשוב שיש תמימות ונאיביות, ימצאו את כל ההקצנה הזאת באירופה, ומסגדים יחגגו בכל מקום באירופה, ויהפכו בעצם את המיעוטים הללו. תראה מה קורה בסוריה עם היזידים, עם הטורקמנים, עם הדרוזים, עם הכורדים, עם כל מה שקורה שם. כולם בורחים או הופכים להיות מוסלמים. זה אמונה. עוד לא הפנים אותה המערב, ולכן צריך שהם יפנים אותה, קודם כל במערב, כדי שביחד נעשה יד אחד, אגרוף אחד, ונקה בכל מי שתומך בהקצנה הזאת ובדעשים למיניהם ובהקצנה הדתית. ואין לי ספק, אמרתי את זה לעמנואל ואלס, אם נהיה ביחד אנחנו ננצח, ואם תהיו עם ישראל אלוהים איתכם, ואלוהים יהיה איתכם וננצח. תודה רבה. Merci Ayoub Kara, un tribun pour ce vibrant hommage au combat que mène Israël dans cette région contre le terrorisme, contre le fanatisme, et qui est le combat de toutes les démocraties. Mes chers amis, le temps de passer la parole maintenant à Bernard-Henri Lévy, et je crois que sa présence ici à Tel Aviv aujourd'hui avec son film Peshmerga, c'est d'abord et aussi un vibrant hommage rendu à cette fantastique communauté francophone d'Israël, à ces Français d'Israël. Vous vous êtes mobilisés, comme vous le faites à chaque fois, en très peu de temps, 18 jours même pas pour monter une manifestation comme celle-là, c'est très peu de temps, et en même temps c'est le dynamisme que vous manifestez, votre présence, votre enthousiasme nous donne envie de continuer à venir vers vous, de continuer à nourrir cette incroyable communauté, ce dynamisme qui est le vôtre et qui participe aussi au rayonnement, à la grandeur de cet État d'Israël que pour la plupart d'entre vous, vous avez rejoint et qui va continuer à se développer et qui va continuer à rayonner dans le monde. Bernard-Henri Lévy est avec nous, je lui cède la parole avec plaisir. Merci mon cher Arié, merci Claude Breitman, merci messieurs et madame la ministre, merci messieurs les ambassadeurs, merci à vous tous chers amis qui êtes venus si nombreux, merci et pardon à tous ceux qui n'ont pas pu entrer, ça je tiens à le dire tout de même.
et voilà, qui ont tenté leur chance et qui n'ont pas pu être avec nous. Je ne sais pas, il faudra trouver une solution pour ces quelques dizaines d'autres amis qui ne sont pas là. Je ne vais pas vous présenter le film. Je voudrais que vous le voyiez comme je l'ai tourné, c'est-à-dire sans en savoir grand-chose. C'est la première fois de ma vie que je me suis engagé dans une aventure cinématographique ou littéraire sans idée préconçue, sans projet, sans pressentiment de ce que j'allais trouver, avec comme seule idée directrice, comme vous allez le voir, de parcourir une longue route, une route de 1000 kilomètres, qui est en vérité une ligne de front et qui sépare les combattants de la liberté kurdes des tueurs de Daesh. Ce film a commencé comme ça, avec cette décision simple, presque ingénue, de remonter cette route, vous allez le voir, du sud au nord, de suivre ces combattants, de m'incorporer dans leurs unités et parfois dans leurs unités d'élite et de témoigner du combat qu'ils mènent pour eux, pour nous, c'est-à-dire les démocrates européens et non européens. Donc je voudrais que vous voyiez le film comme je l'ai tourné sans vous en dire beaucoup plus. Ce que je veux vous dire en revanche, peut-être, c'est que je suis heureux de vous le montrer ce soir. Le film a une très brève carrière. Il a été montré au Festival de Cannes en sélection officielle il y a quelques semaines. Il est sorti à Paris, où il est toujours à l'affiche. Il a été montré à Londres à la Chambre des communes. Et puis, il sera montré à partir du mois de septembre prochain dans beaucoup de grandes capitales. Et pour moi, il était très, très, très important qu'il soit montré ici à Tel Aviv. Voilà. Il a été montré à Erbil. Les personnages du film l'ont vu avant tout autre, les combattants qui y apparaissent. Mais enfin, il est montré ici à Tel Aviv, dans ce lieu qui n'est pas n'importe quel lieu pour moi, le musée de Tel Aviv, le musée aujourd'hui de Madame Suzanne Landau, cette salle où je suis venu lire il y a quelques mois les premières pages de l'Esprit du judaïsme, avant qu'il ne sorte en France. Et ça me fait vraiment plaisir et je suis extrêmement ému de ce moment avec vous, quelques visages que je connais bien, depuis, pour certaines et pour certains depuis très très longtemps, et d'autres que je découvre ce soir. Voilà. Donc ça, sachez juste que c'est ce que vous allez voir là, je crois que c'est un vrai film d'abord, pas seulement un documentaire, c'est une aventure personnelle dans laquelle je me suis embarqué, comme disait Claude Breitman à propos d'Elie Wiesel, âme et corps. J'ai plongé dans cette histoire, mon âme, mon cœur et mon corps. Chacune des scènes que vous verrez, chacune des séquences qui vont se dérouler sont des images qui n'existeraient pas si, avec mes camarades, avec mes trois cadreurs, Olivier Jacquin, Camille Lotto et Ala Tayeb, si les Kurdes ne nous avaient fait confiance, si ces commandants que vous allez découvrir ne nous avaient donné l'accès à des points, à des lieux auxquels ils n'ont jamais donné accès à quiconque. C'est ça, je crois, la seule chose que je peux vous dire pour commencer, c'est cela. Ce film a été rendu possible parce que l'état-major de l'armée kurde, le pouvoir politique, et puis les commandants de secteur ont décidé, pour des tas de raisons, nous en parlerons peut-être tout à l'heure, ont décidé de me faire cet honneur-là, cet honneur de me faire confiance et de me laisser les suivre
les accompagner dans leur attente, dans leurs espoirs et dans leurs combats. Donc voilà, c'est cette aventure-là que vous allez découvrir. Elle est racontée dans ce film comme elle a été vécue, dans le sens même où elle a été vécue et avec, je crois, une assez grande simplicité. L'autre chose que je voudrais vous dire aussi, et qui est l'autre raison pour laquelle je suis ému de vous le faire découvrir ce soir, c'est qu'il y a quelque chose que je soupçonnais un peu avant, mais qui m'apparaît aujourd'hui avec tant d'évidence et qui s'est dévoilé à mesure que le tournage se déroulait. Vous allez voir, c'est l'extraordinaire proximité, l'extraordinaire fraternité de destin entre le peuple kurde et le peuple juif. Il y a une scène dans le film, je vous laisse la découvrir, qui est tout à fait incroyable, où l'un de mes camarades, l'un de mes compagnons d'aventure, me conduit dans une petite ville à quelques kilomètres de la ligne de front. Je ne comprenais pas bien pourquoi il m'emmenait là. Et il m'a mené là pour me faire découvrir ce qui était pour lui une immense source de fierté, ce qui était pour lui un lieu, pas saint, mais en tout cas un lieu presque sacré, un lieu de mémoire absolument essentiel à la mémoire kurde. Et ce qu'il voulait me montrer dans ce village, c'était la maison natale d'un grand général israélien, d'un grand ministre de la Défense d'Israël, qui est dans cette salle ce soir et qui s'appelle Yitzhak Mordechai. Un pays du Proche-Orient, un pays de cette région, où l'on vous montre la maison natale d'un grand d'Israël comme un lieu de mémoire majeur, essentiel à la narration nationale du pays en question. Que voulez-vous ? Ce lieu-là est un lieu d'exception. Ce lieu-là est un lieu où le nom d'Israël et où le nom juif, loin d'être cet objet de malédiction qu'ils sont si souvent dans la région et ailleurs, sont des noms assumés et presque bénis. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis embarqué dans ce film et pour lequel, y compris dans les moments de découragement que vous allez découvrir, j'en ai poursuivi l'aventure. C'est une des raisons de cela et c'est une des raisons pour lesquelles je suis si heureux, si ému et si fier de vous le montrer ce soir. Je vous laisse maintenant le découvrir. Voilà, je crois un très beau film, très émouvant. Alors encore pendant une quinzaine de minutes, si vous le souhaitez, avec Bernard-Henri Lévy qui nous rejoint sur la scène. Voilà, pour ceux qui veulent rester un petit peu avec nous, on ne fera pas plus que 15 minutes, parce que, pour pas trop retarder, mais peut-être quelques commentaires de Bernard, notamment sur la question de savoir si la guerre qui se livre là-bas est aussi la guerre qui peut-être, si elle était et quand elle le sera gagnée, nous libérera des islamistes qui sévissent un peu partout en Europe et notamment en France. Alors ça, c'est ma première question pour laisser Bernard s'exprimer. Et ensuite, si vous le souhaitez, vous pourrez à votre tour poser quelques questions. Alors on a beaucoup de journalistes israéliens dans la salle. Excusez-moi. Voilà, excusez-moi. On a beaucoup de journalistes israéliens dans la salle. Donc Bernard va parler un peu en français, aussi un peu en anglais, pour que tout le monde puisse le suivre et comprendre. Your question is, my dear Arieh, if this war, which I did show in this movie and follow, is the same than the one we are facing in France, in the West, and in Israel? My reply is definitely yes. It is different front lines, but it is obviously the same war.
Does it mean that to win this war there, or to help the Kurds to win their war, will be sufficient to destroy Daesh all over the world? Of course not. But I do believe that it will be a decisive step. For one reason, at the end of the day, not only before some of the high commands of Daesh are here, not only because some of the training camps are there in front of my friends, but also because at the end of the day, the image, the pattern, the myth of a strong Daesh, of an invulnerable ISIS, is one of the fuels which feeds the stupid brains of the jihadists and of the terrorists. And if it is worldwide shown, as I try to show it in this movie, that people of Daesh are cowards, that they are bad soldiers, that they are men without honor, that they are maybe, as I say at the point of the commentary, maybe good terrorists, if I dare say, but very bad fighters, I think that one of the main fuel, one of the main elements of the jihadism will disappear. So yes, this war is crucial. It is not the only one, of course, but it is part of the problem, and at least it was my contribution to this worldwide, to this world war, which has been declared to us, France, America, Israel, Europe, by the jihadists, and which we have to win with the help also of the Kurds. My purpose in this movie was not to plead for a free Kurdistan. I would be happy, to be frank, if this free Kurdistan exists. I think the Kurds deserve it. I think that their form of patriotism is a rather fair and decent one, not an ultra-nationalist patriotism, and this should be helped. Will France help that? We'll see. What I believe is that in the fire of the fights, in the trenches, on the ground, there is a brotherhood which is being built between the Kurds and their allies, in particular French. Yes, for sure. And that when you have such a solidarity, such a link of life which is created on the ground, on the battlefield, under fire, it has political consequences, for sure. I don't know exactly which one. I don't know what will be the schedule and the calendar, but I believe that something will follow all of that. These people are fighting with us, for us, as they say very clearly, they are our shield, our sentinels, and our unit of elite. I think that at the end of the story, they will deserve at last a recognition of their pride, of their secular fight, and of their identity. Oui, monsieur. D'abord, merci beaucoup pour ce magnifique film si poignant, mais qui suscite en moi une interrogation. C'est une œuvre qui met à l'honneur une identité enracinée, celle du peuple kurde d'Irak qui lutte armes à la main pour sa terre, ses traditions et son modèle de société. Vous êtes plutôt connu comme le chantre de l'émancipation avec un E majuscule. Alors voilà ma question. Est-ce une évolution chez vous ? Est-ce une contradiction affirmée ou bien y a-t-il absence de contradiction? Et donc j'aimerais vous entendre sur ce point. Merci. Non, il n'y a aucune contradiction.
Moi, j'aime le patriotisme quand il est fondé sur une idée. J'aime l'identité lorsqu'elle est ouverte. J'aime l'affirmation de soi lorsqu'elle n'est pas la négation des autres. Et tout cela, je l'ai rencontré chez les Kurdes. It is not a fanatic nationalism. The question is not, I never heard that once. You did not hear it, you did not see it in the movie, but I did not hear it myself once. The idea of be a grand Kurdistan, worshipping a religious gift, ready to destabilize all the area in order to fulfill its sacred goals. This sort of nationalism, I would not support it. I did not hear, I did not see, or I hardly saw Kurdish commanders leaving their own self as a negation of the others. I saw, and you saw the opposite. Muslim Kurds, proud of the Jewish inheritage of their piece of land, protecting the Christians as if they were, and because they are, their twin brothers, praising the women and having them at the elbow to elbow in the battlefield. All of this for me is the preconditions and the definition of an identity which is by no ways in contradiction with all that I defended all my life, for sure not. Oui, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Puisque vous montrez dans votre film, et vous l'avez dit, les soldats de Daesh sont de bons terroristes et de piètres soldats. Je suppose que tous les gouvernements occidentaux qui font partie de la coalition le savent. Pensez-vous que finalement, sauf, comme on dit en hébreu, ils seront obligés de rentrer avec les fantassins au sol pour détruire Daesh? Ils seront obligés qui? Les alliés occidentaux? Oui. Non, je crois qu'il y a une autre option qui est d'aider les Kurdes, qui est de les aider à nous aider. Ce que je crois, what I bear witness of, is that our help, us, the West, is not sufficient. I believe that France makes a good job in helping, but France is not enough, and maybe France does not do completely enough. For me, there is two scenes which I shot and which broke my heart. There is a lot of scenes which broke my heart, of course. And as I told you at the beginning, there is a few moments during this adventure when I really believed and thought to stop and to make a pause. But there is two precise scenes, I'm sure they struck you also. One scene is when you see before one of the battles of Al-Bu Muhammad, this group of generals who are planning the attack. There are here some militaries, some commanders. My friend Olivier Rafovich, who is here, others, they know what I mean. When you see a bunch of commanders who prepare an attack by counting on the fingers of one hand how many Milans they can count on, how many, on the other hand, half of the hand, how many tanks they can dispose. When you see how little they have in order to plan this attack, how they are obliged to bring from the front X or from the line Y enough to do that, it's clear that they are not helped enough. This scene for me, which was, by the way, a completely unique scene to be able to film that, this tactical preparation of an attack, it was a great honor and a great chance for me, a great luck. But it was heartbreaking because
I really touch with my finger, with the finger of my eye and of my camera, the lackness, the poverty of the weaponry of these fighters. The other scene, which was for me really terrible, when my friend Dr. Beres brings the anti-chemical equipment. To be completely clear, he comes, as he says, a few weeks after General Barzani told me that they had nothing to protect themselves against chemical attacks. General Barzani told me that 2 days after a chemical attack. I filmed the wounded of the chemical attacks, of the mustard gas. I have some footage of that. I did not dare to inject them in the movie. I did not dare to edit them because they are absolutely unbearable. The sort of wounds which chemical gas does to a body, to a flesh, is absolutely impossible to see. So this is the situation. In front of this situation, no protection, no mask, no morphine, no combinaison, except those which Dr. Jacques Beres, with the help of a few, very few friends, brings himself. This is not completely normal. There is something wrong in this situation. There is something rotten in the kingdom of the anti-Daesh coalition. It should not be up to Dr. Beres with one NGO and 2 or 3 French donors. It should not be their responsibility to provide the survivors of the chemical attack of 2 days before with protection. It's another proof, another sign that the help, though, of course, real and even increasing, is not sufficient at all. And I will not say that I did this movie to say that, because I did this movie, as I told you before, without any preconceived idea. I took the road without knowing what I was going to see and to show, without having, of course, the slightest ideas of the appearance of some, at least 2, of the characters of the movie, those which the process of the days and of the movie produced. But if I did not do it for that, in order to show the diminution, how little munition protection they have, I'm happy to have done the movie showing that, by the way, because you cannot ask a valiant, a brave people to fight for you, to defend civilization, to be the front lines keepers of democracy, and leave them in this state of loneliness. There is something, again, going wrong, something unfair in this situation, and I'm happy to have shown this unfairness. Oui. On a fait allusion au début du film aux accords de Sykes-Picot. Indéniablement, la France, la Grande-Bretagne, les pays qui ont colonisé d'autres pays ont une responsabilité dans ce domaine. La question que je voudrais vous poser, est-ce que les Kurdes, qui souffrent encore actuellement de cette période coloniale, ont-ils fait allusion à la responsabilité des pays occidentaux? Première question. Et vous-même, qu'en pensez-vous? Ils ont les accords Sykes-Picot constamment présents à l'esprit. 2, ils savent qui est M. Picot, ils savent qui est M. Sykes, et ils savent de quel pays ils sont. Et 3, ils comptent bien que leurs successeurs
ceux qui sont au 10 Downing Street et ceux qui sont au Palais de l'Élysée répareront le tort historique qui leur a été fait, oui bien sûr. Et d'ailleurs, 2016, c'est le 100e anniversaire des accords Sykes-Picot, et je ne serais pas complètement surpris, je ne peux pas en dire plus parce qu'il y a des journalistes ici, mais je ne serais pas complètement surpris que l'Assemblée générale l'Assemblée générale des Nations Unies de l'année 2016 voit poser la question de ces accords Sykes-Picot 100 ans après, dans la mesure où ils continuent de faire tort au peuple kurde et à ses combattants. Oui, madame, Michal Rovner. Yes, my dear. I happen to have a mic. Rovner, I'm so happy and honored you are here, my dear Michal. Well, thank you for this incredible experience. You know, I'm really speechless seeing this film. I say it not because you know me a little bit, but you know, in our world that we see everything on television, everything is being shown by television, by internet, by everybody, and you often feel that you see everything, but really you only see fragments of a reality that is always very, very remote. And I think what is the most powerful thing for me about this film achievement that you made is that you feel really close to it. You feel in the place, it's intimate, and it's touching very, very deeply. It's very interesting, it's very emotional. You go through moments that you are taken by the beauty, and moments that you're really scared, and moments that, you know, I found myself waiting, and in the end, you know, you really feel the devastation situation, and I think it can be a very important film for anybody to see, but also to realize. I don't ask questions. Realize that you know, the power of the human spirit. I think it's a really thing that you've made. You know, which has all the documentary in it. Thank you, my dear Michal. For me, I'm happy to hear in your voice the word beauty. For me, coming from you, it means, of course, the world. And the beauty which struck me during all these months of adventure was the beauty of the faces. What impressed me, what struck me, are the faces of these women, of these men, of these young fighters, of these old fighters. Some are 80 years old, and there is a real beauty in all that. A beauty which sometimes made me think in the demeanor, in the behavior, in the way of acting also, made me think of some situations which I am more familiar with, which I saw in the Israeli army. There is, in the best of these fighters, there is something very much alike of the best of Tzahal. And especially in the economy of the means, in the respect of the lives. This scene when this commander says, I want good Peshmergas, don't be crazy, don't come like anything in the houses, try to minimize the losses. I had the impression to be in a Golani unit of Tzahal. And this is another link, by the way, between Israel and Kurdistan. So, voila, and I tried, yes, to be as faithful as possible to these people, to their hopes and to their fights. Thank you very much. Last one, if there is a mic.
Ça marche, oui. Madame. Il y a quelques jours, It works. j'ai vu sur TV un analyste qui a pu connaître le nom, qui disait, oui, on dit toujours que Daesh nous attaque pour ce que nous sommes, mais eux, ils disent nous attaquent pour ce qu'on fait, c'est-à-dire le fait qu'on fait la guerre. Et il ne faudrait pas nier cette évidence. Et donc, c'est que... Vous m'entendez ou pas? Ok. On sait que c'est le risque que ce que veulent les islamistes, c'est de convaincre, comme ils disent, les peuples ennemis qu'on les attaque pour ce qu'ils font et pas pour ce qu'ils sont, et donc d'anéantir leur volonté de les combattre. Et ma question, elle est la suivante, c'est est-ce que vous pensez que justement le peuple français va d'une tentative d'apaisement et de pression sur le gouvernement pour cesser de combattre Daesh là-bas? Je ne crois pas. Je crois qu'il y a il y a bien sûr cette tentation dans une partie de l'opinion française. Il y a même quelques intellectuels qui ont défendu cette thèse, la thèse des représailles de Daesh contre une France qui aurait été trop en première ligne contre lui. Il y a même des voix qui se sont faites entendre pour prôner une sorte de paix des braves, entre guillemets, d'horribles guillemets, pour ces horribles mots, entre la France et Daesh. Mais je crois que cette ligne est extraordinairement minoritaire. D'un bout à l'autre du spectre politique, que ce soit à gauche ou à droite, je crois qu'il y a cette idée qui est vraiment ancrée dans les têtes que Daesh n'a pas attendu que la France se batte contre lui pour commettre des attentats, que quand Bruxelles est frappée par le terrorisme, il n'y a pas d'avion bruxellois au-dessus de Mossoul ou de Raqqa, que quand le Bangladesh est le théâtre d'une série d'attentats, ce n'est pas des représailles contre une politique impériale ou néocoloniale que Bangladesh livrerait à Daesh. Donc je crois que tout ça est assez clair dans les esprits. Et globalement, il me semble que mon pays, la France, se conduit pour l'instant avec pas mal de sang-froid face à cette situation de terrorisme capillaire, de terrorisme ubérisé, de terrorisme franchisé, de radicalisation éclair, par conséquent de menaces insaisissables, de dissuasion du faible au fort, comme on en a peu souvent vu dans l'histoire des guerres. Tout cela est de nature à semer l'effroi, un effroi que vous, en Israël, je dis vous, même si je suis des vôtres, naturellement, mais c'est vous qui le vivez au quotidien. Toute chose que vous vivez au quotidien depuis des décennies, naturellement. Ayant inventé d'ailleurs des types de réactions, des modes de riposte tout à fait exemplaires et dont enfin l'Europe est en train de s'inspirer. Mais enfin, face à tout cela, face à cette situation qui peut légitimement semer l'effroi, je trouve que le peuple français, sa classe politique et son gouvernement se conduisent, à l'heure où je parle, avec un réel sang-froid. C'est la moindre des choses, sans doute, mais nous avons connu dans l'histoire de France des moments de tragédie suspendue, d'apocalypse sèche, où le sang-froid n'a pas été la chose du monde la mieux partagée parmi les leaders politiques. Et notamment face à ça, je peux le dire parce que c'est public, ça a été largement commenté, j'ai amené les personnages de ce film, avant le film et après le film, dans le bureau, j'ai accompagné quelques-uns des principaux personnages du film dans le bureau du président de la République française. Avant le film, c'est même comme ça que le film est né d'ailleurs. Il est né de l'euphorie chez les Kurdes, puisque l'idée vient d'eux,
d'une rencontre avec les plus hautes autorités de l'État. Et puis je les ai amenés de nouveau à Paris, dans le bureau de François Hollande, le lendemain du Festival de Cannes. On peut dire ce qu'on veut, on peut être pour, on peut être contre, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais face à ça, face à l'impérieuse et ardente nécessité de solidifier l'alliance avec ces femmes et ces hommes, la République française a été les 2 fois absolument au rendez-vous. Voilà, ça je dois le dire. Il m'arrive d'être plus ou moins fier d'être français. Dans ces moments-là, j'ai été plutôt fier de mon pays. Voilà. Allow me to ask you a personal question, Bernard-Henri Lévy. Have you considered the fact that you could have died in this mission? And what were your pros and cons if, God forbid, such a thing would have happened? Yeah. Of course, if I consider the fact that I could die, yes. Not more, not less than any of my companions of travel and with whom I was. Yes, my cameraman was shot a few hundred meters from me, not killed, as you saw, but deeply wounded. Of course, there is always this risk, but not more than them, and even less because they face it daily since the beginning of this war. I faced it during a few weeks, which I devoted to this fight, to this witnessing, to this testimony, and frankly, as a public intellectual, which I am, it is the least I could do, and the least I could offer. Thank you very much. Merci à tous. Vous pouvez retrouver et suivre Elnet sur notre site internet, sur Facebook, sur Twitter. Et rappelez-vous qui nous sommes, l'organisation qui fait de la relation politique et du dialogue stratégique entre la France et Israël. Vous entendrez encore parler de nous et j'espère qu'on se retrouvera très souvent pour ce type de soirée et bien d'autres. Merci à tous.